Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Suite à la mort de Park Chung-hee, une certaine confusion s'installa à la tête de l'État. Kim Jae-gyu ne parvint pas à rallier les soutiens nécessaires autour de lui pour prendre le pouvoir et fut finalement arrêté. Le Premier ministre, Choi Kyu-ah, fut nommé président par intérim. Mais le 12 décembre 1979, c'est Chun Do-hwan, un major général appartenant à l'entourage de Park mais qui avait su éviter les purges récurrentes du régime, qui fit un coup de force pour s'imposer comme le nouvel homme fort du moment. Un second coup d'État en mai 1980 lui permit de devenir le nouveau dictateur à la tête du pays. Sa prise de pouvoir fut le déclencheur de protestations à travers l'ensemble de la péninsule. C'est à Gwangju, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, que les événements les plus dramatiques de la période se jouèrent. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le cinéma a traité cette étape majeure dans le combat démocratique du pays. Le 18 mai 1980 au matin, des étudiants se réunirent devant une des universités de Gwangju. Ils protestaient contre la prise du pouvoir par Chun Do-hwan et l'extension de la loi martiale à l'ensemble du pays. Des troupes empêchant leur entrée dans l'établissement, les étudiants entamèrent un sit-in, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Les soldats finirent par intervenir à coups de matraque et de baïonnettes. Les étudiants évacuèrent les lieux, mais reprirent leur manifestation dans le centre de la ville l'après-midi. À nouveau, les troupes gouvernementales intervinrent violemment. Le lendemain, de nouvelles démonstrations eurent lieu dès le matin, et encore une fois, la répression fut violente. Sauf que cette fois, des citoyens de Gwangju de tout âge s'étaient joints aux étudiants et subirent à leur tour la répression. Signe des événements à venir, certains manifestants commencèrent à se défendre. Le 20 mai, ce furent des milliers de citoyens qui envahirent les rues. Le cycle de manifestations et de répression toujours plus violente atteint son paroxysme le 21 avec plus d'une cinquantaine de morts. En réaction, le public décida de combattre et une armée populaire fut créée. Elle repoussa les troupes gouvernementales et s'empara du quartier général provincial le soir même. Une commune fut instituée et soumit une liste de 6 demandes au gouvernement pour qu'elle dépose les armes, incluant la libération de tous ceux emprisonnés durant les événements et une amnistie pour les autres. Les négociations durèrent 5 jours, pendant lesquels la ville retrouva une activité normale sous la supervision des nouvelles autorités. Alors que les discussions étaient sur le point d'aboutir, des dissensions au sein du comité de la ville firent capoter l'accord potentiel. Et le 27 au matin, l'armée envahit Gwangju et au terme d'une courte lutte, reprit le bâtiment préfectoral, mettant ainsi fin à la révolte. Le bilan officiel fut de 170 morts et 380 blessés. Aujourd'hui, on estime que les chiffres réels seraient plus proches de 500 morts et 3000 blessés. Si, comme on le verra plus tard, de nombreux films traitèrent des événements de Gwangju par le biais de flashbacks, ceux qui abordèrent directement le sujet sont finalement assez réduits puisqu'au nombre de 2. Le premier, May 18, fut produit en 2007. Réalisé par Kim Ji-hoon, le long métrage suit plusieurs habitants de Gwangju dans leurs activités quotidiennes quelques jours avant le déclenchement des événements. Puis, du 18 mai, jusqu'à la reprise en main de la ville par l'armée. Le film de 2007 reconstitue avec un réalisme satisfaisant le crescendo répressif et la contre-réaction de la population qui eut lieu durant le mois de mai. Des efforts sont également faits pour expliquer la réaction violente de l'armée. Des raccourcis temporels sont présents, on passe du 18 mai au 21 mai sans transition, ainsi qu'une certaine surdramatisation, mais dans l'ensemble, les événements sont plutôt respectés et le film permet d'avoir une idée assez juste de ce qui s'est passé dans la ville. Ce bon travail, Kim Ji-hoon le parasite hélas partiellement avec l'addition de personnages ouvertement comiques, complètement en décalage avec le ton général de l'œuvre, et de discours pompeux qui illustrent davantage la manière dont Gwangju est vu aujourd'hui que l'état d'esprit des habitants de l'époque. Des choix qui tirent hélas May 18 vers le bas. 10 ans plus tard, ce fut le cinéaste Jong-un qui s'intéressa au sujet avec son The Taxi Driver. Le film se base sur le travail de Jürgen Inspeter, un journaliste ouest-allemand basé en Asie et travaillant pour la chaîne publique ARD. Il parvint à entrer dans la ville le 20 mai et filma la répression des manifestations, le climat de Gwangju sous le comité populaire et l'intervention armée finale.
Il put ainsi publiciser les tragiques événements qui avaient lieu dans la ville à l'international. Ces images furent ensuite projetées par des petits groupes d'opposition sud-coréens durant le reste de la dictature militaire, sapant ainsi la légitimité de Chun Doo-hwan. Le journaliste allemand fut accompagné par un chauffeur de taxi, Kim Sa-bok. C'est cette relation qui est au cœur du film, en plus bien sûr de la description des événements de Gwangju. Le film se concentre sur la première visite du journaliste, le 20 mai, et propose une reconstitution relativement courte mais encore plus immersive des manifestations comparée à ce qu'en a fait May 18. Song Kang-ho apporte son habituel charisme de Monsieur Tout-le-Monde et représente l'éveil à la répression de la dictature, lui qui au début était plutôt opposé aux manifestations étudiantes. Il incarne le parcours idéalisé de la Corée du Sud qui s'unit contre la dictature. Si l'humour est à nouveau présent, il est mieux intégré au récit que ce que Kim Ji-hoon proposait en 2007. Tell him, not me. Jong-un ne peut hélas pas s'empêcher de gonfler les péripéties, nuisant partiellement au réalisme de l'entreprise. Si les rares cinéastes coréens qui se sont essayés à raconter directement les événements de Gwangju sont parvenus à chaque fois à en proposer des reconstitutions crédibles, ils ont également été systématiquement parasités par le facteur commercial, que ce soit en ajoutant une grosse dose de comédie ou en tombant dans la surenchère de rebondissements. Les cinéastes semblent ne pas avoir complètement foi en la puissance dramatique du sujet ou l'intérêt que le public local pourrait avoir envers ces événements. On peut le regretter, surtout au vu de l'authentique tragédie humaine que représentèrent ces quelques jours de mai 1980. Pendant le reste de la dictature militaire, les autorités continuèrent à réprimer les participants aux événements de mai 1980, tout en maintenant qu'il s'agissait d'une opération de maintien de l'ordre contre une rébellion communiste. Le passage démocratique à un gouvernement civil, puis l'accession au pouvoir de Kim Dae-jung changèrent fondamentalement les choses. Sous Kim Young-sam, le gouvernement institua le 18 mai comme un jour de commémoration nationale, passa une loi pour exonérer certains leaders du mouvement et construisit des mémoriaux. Une fondation pour aider les victimes fut également instituée. Gwangju est maintenant consacré comme un haut lieu du combat démocratique de la Corée du Sud. Cette reconnaissance n'a pas pour autant complètement effacé la souffrance qu'éprouvent ceux qui ont vécu les événements. Traumatismes psychologiques ou physiques, discrimination et difficultés financières sont encore aujourd'hui le lot de nombreux citoyens ayant participé aux manifestations. Peut-être parce que les cinéastes coréens sont particulièrement sensibles à cette réalité, parler des événements de Gwangju à travers ses conséquences sur les individus dans la Corée moderne est leur procédé narratif préféré. Régulièrement, à partir du début des années 1990, des réalisateurs vont utiliser ce type de récit, appliquant à chaque fois une approche répondant à des genres différents, la comédie, le film d'auteur, le film de vengeance. Dès 1990 donc, ce fut Park Gwang-soo qui initia le phénomène avec sa République noire. On y suit un jeune activiste obligé de se cacher pour échapper à la police. Il est régulièrement assailli par des flashbacks de véritables guérillas urbaines, une référence évidente à ce qui s'était passé à Gwangju 10 ans plus tôt. Lee Jong-kook aborda le sujet l'année suivante avec son Song of Resurrection, une œuvre hélas difficile à visionner aujourd'hui. Jung Sung-woo continua dans cette voie en 1996 avec son A Petal. Ayant participé au mouvement étudiant durant cette période et passé quelque temps en prison pour son activisme, le sujet tenait à cœur au cinéaste de l'excellent The Age of Success. Dans A Petal, basé sur une nouvelle publiée en 1988, on suit une jeune fille traumatisée par les événements de mai 1980 qui s'attache à un travailleur pauvre et abusif. Dans le même temps, 4 étudiants anciens amis de sa grande sœur décédée la recherchent. Le long métrage reprend certains codes qui caractérisaient le cinéma d'auteur sud-coréen des années 1970-1980 à travers des personnages en errance et évoluant dans un milieu pauvre. Mais assurément, les nombreux flashbacks évoquant la répression qui parsèment le film, usant de différentes techniques cinématographiques, apportent une intensité dramatique considérable. Ces différentes séquences reproduisent de manière frappante l'horreur et le chaos de la répression.
Leur force est encore accrue par l'impressionnante performance de Lee Jung-yoon dans le rôle principal, saisissante dans son abandon complet pour interpréter la folie de son personnage. Lee Chan-dong continua dans la lignée de Jang Sung-woo en 1999 avec Peppermint Candy, l'histoire d'un homme traumatisé par sa participation à la répression gouvernementale de Gwangju qui le poussera finalement au suicide. Le réalisateur complexifie sa narration via une chronologie inversée, allant de sa mort jusqu'à l'origine de son traumatisme. L'exercice est habile, permettant de conserver l'attention du spectateur plus intensément que via une narration classique. Outre le massacre de Gwangju, Lee revisite d'autres moments traumatiques subis par le pays, allant de la fin de la dictature à la crise financière de la fin des années 1990. Ce faisant, il pointe surtout du doigt la culture de violence et de déshumanisation prévalente durant la période de gouvernement militaire, source de la perte d'innocence et de repères moraux d'une partie de la population, symbolisée ici par le personnage de Kim Yong-ho. Gwangju est montré de manière étonnamment sobre et uniquement à travers le regard des soldats impliqués, un angle relativement original dans le corpus de films liés aux événements. Ces différents choix narratifs font de Peppermint Candy une œuvre tout à fait singulière. Jung Yoon-chul choisit lui un angle assez délicat en 2008, celui de la comédie. Dans A Man Who Was Superman, la star Wang Jung-min incarne un alter ego positif de la jeune fille de Up It All, un homme traumatisé par les événements de mai 1980, qui se prend pour Superman et essaye d'aider tous ceux qu'il rencontre. Adoptant une structure proche de la comédie romantique, un fait appuyé par la présence d'une amorce de relation entre Wang et Jana June, le film a davantage de mal que ses prédécesseurs à trouver le ton juste entre la comédie optimistico-naïve et le drame politique. Si l'empathie envers ce Superman d'opérette est bien présente, les bons sentiments omniprésents freinent la force dramatique du traumatisme de Gwangju et réduisent sa signification dans la Corée moderne. D'autant plus que les réalisateurs n'exploitent pas autant qu'on aurait pu l'attendre le paradoxe entre le fantasme et la réalité que connaît le personnage. Réalisé en 2012, l'adaptation du manhwa 26 Years détonne comparé aux autres films traitant des conséquences du massacre de Gwangju. Déjà, parce que contrairement aux autres films évoqués, le traumatisme n'est pas utilisé comme une révélation, mais comme une amorce de l'intrigue. Le recours à l'animation pour décrire l'événement est également assez détonnant par rapport à la concurrence et permet un degré de violence graphique assez saisissant. Preuve du passage du temps, l'essentiel des protagonistes étaient de très jeunes enfants durant les événements. Adoptant le populaire motif de la vengeance, ils décident de s'allier pour éliminer le responsable du massacre, l'ancien président Chun Doo-hwan. Le film de Cho Kun-yoon, tout en soulignant la violence des événements de mai 1980, appuie sur la responsabilité et l'inhumanité de l'ancien dictateur, lui qui n'a effectivement jamais montré de regret envers la répression. Le fait d'avoir une incarnation physique de la cruauté de la dictature, alors que Chun était bien vivant au moment de la sortie du film, intensifie son aspect dramatique. En outre, le réalisateur adopte le ton juste, appliquant à la fois les codes du thriller d'action et du mélodrame, pour une œuvre qui parvient à divertir le spectateur tout en le faisant réfléchir sur son histoire. Si les tentatives d'aborder frontalement les événements de Gwangju aboutirent à des résultats mitigés, celles plus indirectes surent régulièrement trouver le ton juste pour mettre en valeur l'impact de la répression de mai 1980. Toutefois, ce qui ressort le plus de ces œuvres, c'est finalement moins l'influence de l'événement sur le combat démocratique, comment ces événements ont handicapé la dictature militaire et contribué à la transition politique, mais davantage la souffrance des victimes. Une empathie qui est à l'honneur des cinéastes, mais qui est partiellement réductrice sur la signification et les implications de cette tragique semaine de mai 1980. Il y a encore à dire sur le sujet, et il ne fait guère de doute que d'autres cinéastes s'y intéresseront dans le futur. Si Chun Doo-hwan dut composer avec la terrible responsabilité du massacre de Gwangju durant l'ensemble de sa présidence, c'est un autre événement qui eut lieu 7 ans plus tard qui mit un terme définitif à ses ambitions de devenir un nouveau Park Chung-hee. Cet événement, ce sont les manifestations démocratiques de juin 1987, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.